Déjà, je vais vous demander de vous saisir de votre téléphone portable et on va commencer par ce qu'on appelle un petit WooClap pour savoir ce qu'évoque le tutorat pour vous. Du coup, le principe d'un nuage de mots, c'est que plus le mot est gros, plus le mot a été exprimé de nombreuses fois. Donc, vraiment pour vous, en tout cas, ce qui ressort souvent, en tout cas, c'est le terme d'accompagnement, vers le verbe accompagner, accompagnement. Ben, ça tombe bien, je pense on est en plein dedans. Donc, le tutorat, qu'est-ce que c'est? Le tutorat pour qui? Initié par qui? Avec qui? Les différents types d'entretiens qu'on peut mener en tutorat. Le tutorat, comment ça s'organise, mais avec quelle posture, et puis les biais cognitifs et les points de vigilance auxquels il faut faire attention. Alors, le tutorat, qu'est-ce que c'est? C'est déjà une relation qui est orientée vers le conseil et l'accompagnement. Donc, on revient à ce qui est ressorti tout à l'heure. C'est une relation d'aide entre un tuteur et un tutoré dans un cadre défini, c'est-à-dire que le tutorat s'organise dans un cadre initié généralement par le GPDS d'établissement. C'est-à-dire que c'est souvent en établissement qu'on va décider de mener un entretien, enfin en tout cas de mettre en place un tutorat avec un professeur, mais on verra, c'est pas forcément un professeur, ça on y reviendra un petit peu plus tard. C'est aussi l'occasion de mettre en lumière les points de blocage et de proposer des pistes de réflexion. Euh, voilà, le tuteur n'a pas forcément toutes les connaissances que doit maîtriser l'apprenant au terme de sa formation, car son rôle n'est pas d'apporter des réponses aux problèmes posés, mais de guider vers l'apprentissage. Il faut accepter que de ce positionnement, en tout cas de tuteur, de ne pas tout savoir et de chercher et de construire en même temps qu'eux. Voilà, donc ça c'est quand même très important. Finalement, c'est comme un peu du cousu humain, c'est de la dentelle qu'on va faire avec le jeune. Il y a des choses qu'on pense savoir, mais au fur et à mesure de l'accompagnement, tout un tas de choses, tout un tas d'horizons qui peuvent s'ouvrir. Donc l'idée, c'est vraiment de partir dans un iceberg de construction, de construire au fur et à mesure et petit à petit. Et puis c'est une situation qui est interactive, qui se fait d'échanges verbaux et d'échanges non verbaux, et ça on y reviendra un petit peu plus tard, parce qu'on sait l'importance qu'a la part des échanges non verbaux dans la communication, et particulièrement dans une situation de tutorat parce que c'est vraiment un échange entre deux personnes et là, on est en plein dedans, on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, le tutorat pour qui? On a identifié quatre profils types de tutorés. Donc, le premier qu'on connaît le plus peut-être, enfin en tout cas qu'on identifie facilement, c'est les difficultés scolaires. La difficulté scolaire, donc des problématiques liées à la méthodologie, tout ce qui va être organisation du travail, organisation de son travail à la maison, et puis des résultats constatés un peu fragiles, un peu faibles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on repère très facilement. Et dans ce cadre, l'élève peut être accompagné en tutorat. C'est aussi tout ce qui va être les phénomènes de décrochage. Donc des élèves qui ne viennent plus du tout ou alors qui sont systématiquement en retard sur les premières heures du matin ou les premières heures de l'après-midi ou alors qui s'absentent en gruyère sur l'emploi du temps de la semaine. Et voilà. Mais surtout ceux auxquels on ne pense pas toujours, mais c'est les présents absents. Les élèves qui sont toujours là, au fond de la classe, qui disent rien, etc., mais qui sont quand même dans une situation de décrochage. Et ça, je dirais qu'on a presque plus de poids sur ces élèves-là que sur des élèves qui ne viennent plus du tout depuis un petit moment à l'école. Il est encore temps d'agir pour les présents absents. Et ça, on ne le redira jamais assez, mais vraiment, les élèves que vous avez dans la classe, on peut agir. Et c'est vraiment sur ce type d'élèves que j'aimerais qu'on mette un peu l'accent. On a aussi tous les problématiques liées à l'orientation, donc la démotivation, rejet de la formation. Par exemple, je suis en filière, voilà, j'arrive en seconde pro-mode, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Je rejette complètement ma formation et je n'aime pas ce que je fais, donc je suis complètement démotivée. Toutes les problématiques comportementales, bon, bah, des problématiques en classe qui sont complètement inadaptées, des comportements agressifs, ou alors le contraire, hein, des replis sur soi, parce que ça revient un peu au présent absent, mais en tout cas des élèves qui sont complètement repliés sur eux-mêmes, et puis des difficultés à établir des relations apaisées avec les autres. Ça aussi, ça peut être un profil type qu'on peut accompagner. Et des élèves qui ne possèdent pas l'école, j'imagine que vous en visualisez quelques-uns peut-être dans voilà, comme ça, en établissement. Donc voilà les quatre profils qu'on a identifiés. Alors, le tutorat peut être initié par qui? Donc, c'est souvent, majoritairement, à la demande du GPDS, c'est-à-dire que pour rappel, hein, vous savez qu'on a ce qu'on appelle la cellule de veille. Il faut bien faire la distinction entre la cellule de veille et le GPDS. Genre, pour rappel, la cellule de veille, c'est des situations qui se traitent
entre l'infirmière, l'assistante sociale, des réunions très régulières avec la direction. Donc des situations qui peuvent se régler assez rapidement, un problème de cantine, des choses comme ça. Et quand la situation en cellule de veille n'est pas résolue, elle passe en GPDS d'établissement. Voilà, donc une fois qu'on a les élèves en GPDS d'établissement, le tutorat peut être une des solutions qu'on peut proposer aux élèves. C'est une mesure d'accompagnement possible, il y en a plein, mais le tutorat, ça peut être en être une. Ça peut être un tutorat à la demande de l'élève et de la famille. Un élève qui dit, voilà, moi, j'arrive pas à m'organiser. Surtout le tutorat méthodologique en sixième, il peut être quand même hyper important. J'arrive pas à m'organiser, j'arrive en collège, j'arrive pas à faire mes devoirs d'une semaine sur l'autre, à organiser mon classeur, etc. Et des fois, du tutorat méthodologique, vraiment, ça règle aussi pas mal de situations. Donc, ça peut être à la demande de l'élève et de la famille. Ou alors, pour finir, à la demande d'un partenaire extérieur, des éducateurs, des orthophonistes, n'importe qui, des élèves qui sont parfois suivis dans des structures associatives à côté. Et on peut avoir aussi cette demande. Tutorat avec qui? Donc là, c'est par un interlocuteur, donc c'est un adulte qui est privilégié, hein, d'accord? Donc le plus souvent, ça peut être un professeur. Et là, on a un gros débat à chaque fois sur est-ce que c'est un professeur de la classe qui doit être tuteur de l'élève? C'est une vraie question qui se pose. On essaie d'éviter le professeur de la classe parce qu'il est parfois un peu difficile de faire la distinction entre moi, mon rôle de prof et mon rôle de tuteur, ce qui est complètement différent, hein, c'est pas du tout la même casquette, hein. Et parfois, on aurait tendance, quand on est professeur de la classe, si on a l'habitude de voir un élève sécher, lui dire bah, quand il arrive et qu'il revient, ah bah, t'es là toi cette fois-ci, voilà. Donc ça, c'est toujours un peu gênant. Donc voilà, le prof, le tuteur, c'est deux casquettes qui sont un peu différentes. Il faut bien faire la distinction. Ça peut être un professionnel de l'équipe éducative, assistante sociale, infirmière, assistant pédagogique ou d'éducation. Là, dernièrement, on a mis en place un tutorat avec un chef cuisinier, le chef cuisinier de la cantine, parce que l'élève voulait faire un CAP cuisine. Et donc, du coup, c'est le chef cuisinier de la cantine qui fait le tutorat. Donc, pourquoi pas? Ça peut être aussi une possibilité. Et ça peut être aussi par un père, un camarade de classe, un niveau supérieur. Mais ça, bon, la formation par les pairs, en tout cas le tutorat par les pairs, c'est une vraie formation. Et je vous invite à vous renseigner dessus si vraiment c'est quelque chose que vous voulez mettre en place. Parce qu'il y a plein de limites. En tout cas, il y a des points de vigilance à avoir quand on fait du tutorat par les pairs. Mais toujours, en tout cas, dans une posture adaptée et une posture d'accompagnement. Encore ça, le mot revient encore. Alors, le tutorat commun, donc l'outil principal, c'est ce qu'on appelle l'entretien d'aide, avec un espèce de process comme ça. Donc, dans l'entretien d'aide, c'est en priorité donc l'accueil. Quand on arrive en entretien d'aide, en tutorat, l'accueil, c'est hyper important. Donc, présentation des interlocuteurs et du cadre de l'entretien. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à vous mettre dans un lieu qui est adapté, où vous ne serez pas dérangé. Ça, c'est quand même important. Et puis surtout, qui je suis, dans quel cadre j'interviens, recontextualiser, etc. Ça, vraiment, c'est l'accueil en entretien d'aide, il est primordial. Et si on se loupe sur l'accueil, ça peut avoir des conséquences sur la suite. On peut ne plus jamais revoir le jeune. Ou en tout cas, il peut venir de façon un peu comme ça sporadique. Donc vraiment, l'accueil, c'est important. Dans un deuxième temps, l'exploration et la compréhension de la situation. Alors, je ne sais pas comment ça s'organise sur vos établissements, mais parfois, à la suite d'un GPDS, vous avez une fiche premier entretien ou une fiche d'entretien, une fiche qu'on vous a donnée. Donc, vous avez déjà recueilli des éléments, voilà. Et donc, vous vous assurez, ce qui est important aussi, c'est de s'assurer et de reformuler. Voilà, moi, ce que j'ai compris de ta situation, c'est que pour qu'on arrive à se mettre d'accord sur le même langage, c'est-à-dire qu'on soit vraiment sur la même analyse et la même compréhension de la situation. Ça, c'est important, l'exploration et la reformulation, vraiment, j'insiste. Voilà. Ensuite, l'analyse et la recherche conjointe de pistes de solutions. Bon, voilà, l'idée, c'est de dire que la recherche conjointe, elle est importante, c'est-à-dire que seul le prof peut pas faire grand-chose, et l'idée, c'est que l'élève soit pleinement associé à sa propre recherche de solutions. Voilà, c'est une relation qui est complémentaire finalement. On le verra un peu, je le développe un peu par la suite. Et puis la conclusion, donc l'idée c'est à chaque fois de reformuler les décisions qui sont prises et de terminer toujours sur, on espère, une note positive. D'accord? Donc voilà ce qu'on s'est dit dans cet entretien. Est-ce que tu es d'accord avec les objectifs que je te fixe, qu'on s'est fixé ou que tu t'es fixé toi aussi? Euh, ça, c'est important de reformuler et que l'élève y reparte en sachant ce qu'il doit faire. Voilà.
Voilà, j'avais un truc en tête, mais je ne sais plus. Les perspectives. Les objectifs Les aussi objectifs peuvent qui sont être ouais, c'était ça. nombreux, mais peuvent être dans une temporalité plus ou moins longue. Chaque objectif, on ne peut pas demander à un élève d'assurer et de viser tous les objectifs qui sont mis en place, qui sont inscrits sur une espèce de contrat, de formulaire d'accord entre les deux parties, entre le tuteur et le tutoré. Ouais, ça doit être des objectifs toujours atteignables, d'accord? L'idée, c'est pas forcément de se dire que pour la fois prochaine, si par exemple vous avez un élève qui est systématiquement en retard le matin, c'est pas forcément d'arriver systématiquement à l'heure la semaine d'après, mais au moins d'arriver déjà 2 fois à l'heure, puis 3, puis 4. Vraiment des objectifs qui sont atteignables pour que la marche, elle soit pas trop grande et que vous puissiez pas forcément. L'idée, c'est pas les perdre, quoi. Et puis les perspectives, proposer une organisation calendaire, c'est-à-dire que peut-être qu'une demi-heure tous les 15 jours, ça suffit, peut-être qu'une demi-heure toutes les 3 semaines. L'idée, c'est que vous soyez au clair sur l'organisation calendaire et savoir un petit peu que chacun puisse repartir avec son plan de vol. Encore une fois, la reformulation et le feedback de voilà ce que moi j'ai compris en tant que tuteur et comment tu as envie que je t'accompagne. Est-ce que tu es OK avec ça? Vraiment, ça, pour moi, c'est quand même assez essentiel qu'on se mette d'accord sur le type d'accompagnement qu'on propose. Donc là, une petite slide rapide sur l'écoute active de Carl Rogers, j'imagine que vous le connaissez. Donc lui, en fait, il utilise le questionnement et la reformulation pour s'assurer que l'on a compris au mieux le message de son interlocuteur et lui démontrer. Donc voilà, ça c'est dont je ne reviens pas dessus, mais encore une fois, la reformulation, c'est important. Et de quelle manière on est pleinement dans l'écoute active? Il dit déjà qu'il faut être profondément centré sur l'autre. Ça, c'est voilà, c'est-à-dire que là, le temps que je te consacre, c'est une demi-heure de mon temps, mais je suis pleinement centrée sur ta problématique. Et de lui dire, ça c'est important. De l'accepter comme il est, c'est-à-dire que voilà, avec ses défauts, ses qualités, son parcours scolaire, ce qu'on appelle l'acceptation inconditionnelle de l'autre, c'est un peu ça. Euh, L'importance aussi de le laisser s'exprimer sans l'interrompre. Parfois, il y a des gens qui mettent plus de temps des élèves qui mettent plus de temps à formaliser les choses, les mots leur viennent pas forcément tout de suite, et donc du coup, laisser le temps et aussi laisser la place au silence. J'y reviendrai après, mais parfois, dans le silence, c'est parfois très malaisant, mais en même temps, c'est euh, c'est bien souvent dans le silence que se dit plein de choses. Et donc, laisser une place importante au silence, euh, ça me semble essentiel, mais c'est parfois malaisant. Certaines fois, dans les silences, nous avons de la communication non verbale aussi qui est tout à fait observable et qui est importante à observer aussi. Donc, ne pas chercher à interpréter ni à juger, hein, notamment sur un premier entretien, on prend l'information. Nous aussi, là, on a besoin d'un peu de temps pour la digérer, pour imaginer des pistes, proposer. Parfois, il faut aussi accepter de ne pas avoir tout de suite quelque chose à proposer et les choses nous viennent après. Donc, ça aussi, ça met du temps, ça chemine aussi en nous en tant que tuteur. Et ce qui est important aussi, c'est d'adopter une attitude de disponibilité. C'est-à-dire que être pleinement disponible pour l'autre, c'est-à-dire peut-être mettre son téléphone de côté, euh, lui montrer par une attitude notamment non verbale qu'on est en pleine disponibilité et qu'on est pleinement avec lui. Ça, c'est important parce qu'on est souvent sur 1000 trucs à la fois. Et quand on est dans une relation comme ça, de tutorat et de tutoré, l'attitude de disponibilité elle me semble essentielle. Et puis, bien sûr, l'empathie, mais ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. L'empathie aussi, c'est les pleurs, par exemple, accueillir les pleurs. Moi, j'ai déjà eu une expérience avec une, euh, un retour d'expérience en analyse de pratique sur le tutorat où le tuteur avait dit à l'élève, non, mais ne pleure pas, c'est bon, remets-toi, tiens, prends. Non, enfin, on n'est pas non plus. S'il y a quelque chose à exprimer, qu'il ait la possibilité de le faire dans un espace-temps comme ça, ben il faut le permettre, quoi. Mais c'est pareil, le silence, les pleurs, etc., on n'est pas toujours à l'aise avec ça. Donc l'écoute consiste à recevoir un message et à le comprendre, mais pour s'assurer qu'on l'a bien compris, on reformule, hein. Je crois que j'arrête, après je l'ai assez dit, mais en tout cas, voilà. Et puis l'écoute devient active lorsque la personne qui la pratique participe à la compréhension du message pour faire progresser l'interlocuteur dans sa réflexion. L'idée à chaque fois, c'est de faire progresser l'interlocuteur dans sa réflexion par des questions de relance, des questions écho, des questions reflets, ce qu'il appelle Carl Roger les questions écho-reflets. Alors, il y a différents types d'entretiens. Donc, il y en a trois. L'entretien directif, c'est
vraiment centré sur l'information. C'est par exemple, il est très structuré, c'est par exemple l'enquête. Il est précis, il est détaillé, on cherche à savoir précisément des choses, etc. Travail d'enquête de journaliste un peu. L'entretien non directif, il est centré, lui, sur la personne. Ça veut dire qu'on laisse toute liberté à la personne de s'exprimer sans forcément des relances. On laisse le fil de la pensée comme ça se dérouler, se déplier, comme ce qu'on peut voir un peu en thérapie. Voilà. Euh, on entend son point de vue, on est à l'écoute, et puis il n'y a pas forcément de... Le rôle, en tout cas, de, de, de l'intervieweur, il n'est pas spécialement central. En revanche, dans l'entretien semi-directif, là, on est vraiment centré sur la situation de problème, le questionnement neutre. La personne sollicitée est guidée par des interventions de l'interlocuteur. C'est précisément la situation de tutorat. C'est-à-dire que on est à la fois dans un cadre, le cadre de l'entretien, et on cherche à connaître un peu quand même des éléments. Donc, mais on n'est pas non plus dans la thérapie. Donc, on est vraiment entre ces deux, on est vraiment entre ces deux types d'entretien. C'est l'entretien semi-directif, l'entretien d'aide, qui est un entretien à privilégier dans l'exercice du tutorat. Alors, le tutorat, comment? Merci Sonia. Alors, déjà, selon un cadre structuré, ce que je disais tout à l'heure, c'est donc déjà se présenter à tour de rôle. Moi, je suis professeur de la classe, je ne suis pas forcément professeur de ta classe. Moi, j'enseigne telle spécialité, j'enseigne tel niveau, voilà. Et puis toi, qui tu es, etc. Donc, merci Honoré. Euh, Expliquer la mission du tutorat finalement. En quoi ça va servir? Sur combien de temps ça va s'étaler? Quelle est ma mission? J'ai accepté, généralement les tuteurs sont volontaires. Donc pourquoi finalement aussi ça peut être intéressant d'expliquer pourquoi moi je me suis engagée dans le tutorat, parce que c'est peut-être un dispositif auquel je crois, parce que j'ai déjà eu quelques résultats ou parce que je crois vraiment que je peux t'apporter quelque chose, etc., etc. Donc vraiment expliquer la mission, le cadre du tutorat. Exprimer les attentes de l'élève et du tuteur du GPDS. Ça veut dire que l'élève, il a forcément aussi... C'est important aussi d'entendre l'image, enfin en tout cas l'idée qu'il se fait du tutorat, parce que parfois on se rend compte qu'il n'a pas forcément compris quels allaient être les bénéfices pour lui de bénéficier d'un accompagnement de ce type. Donc ça peut être intéressant aussi. Mais toi, du tutorat, qu'est-ce que tu en connais? Qu'est-ce que tu sais du tutorat? Donc ça peut être important aussi de partir sur ça, à partir de ses attentes, voilà, et la mission du tuteur, etc., et du GPDS, et dans quel cadre, en fait, finalement, il intervient. Et c'est pour ça aussi que c'est important aussi à ce moment-là, d'avoir un retour de la famille, en tout cas d'informer la famille que l'enfant va bénéficier d'un programme et d'un dispositif comme celui-ci. Je vous invite vraiment toujours à mettre à mettre la famille dans la boucle. Ça, c'est important. Bon, se mettre d'accord sur les objectifs généraux, sur l'organisation, le calendrier, le rythme, la fiche d'entretien, les informations qu'on avait pu avoir, etc. Voilà, est-ce que c'est bien les infos, est-ce que les informations que j'ai te concernant sont-elles justes? Voilà. Et puis toujours, ce qu'on disait tout à l'heure, fixer des petits adjectifs qui soient atteignables et un plan d'action. Atteignable, un ou deux petits objectifs pour la fois prochaine. Déjà, ça vous montrera, ça donnera peut-être aussi une idée du taux d'engagement et du taux d'investissement que l'élève a sur ce dispositif. La posture. Donc la posture quand on est tuteur, c'est une posture d'accompagnement, encore une fois, c'est une posture qui est bienveillante. C'est une posture qui est différente de celle du professeur, on en a parlé tout à l'heure, euh, c'est pas analyser la situation à travers le prisme de sa matière et à travers le prisme du rôle de professeur que j'ai. C'est vraiment une position d'accompagnant, d'accompagnateur, sans jugement et dans l'acceptation positive inconditionnelle. Ça veut dire que qui que tu sois, finalement, j'ai décidé de prendre cette mission, tu vois, donc j'accepte la personne que tu es et je ne juge pas de qui tu es. Dans l'empathie, bien sûr, dans l'écoute active avec, bien sûr, ce qu'on avait dit tout à l'heure avec Carl Rogers et la reformulation, notamment la reformulation écho et reflet, et dans le respect de la parole de l'élève. C'est-à-dire que tout qui va être dit ici, euh, ta parole est précieuse, mais si moi je juge que tu es en danger, bien évidemment, je devrais en informer les autorités compétentes. Et ça, c'est important de le dire parce qu'on s'est retrouvé parfois dans des situations où l'élève dit quelque chose, ne pensait pas que ça allait être dit et ça a des répercussions. Et donc là, la trahison, le sentiment de trahison, il peut être plus ou moins
plus ou moins grand, mais c'est pour ça que, Et certaines fois ouais, irréversibles. bien sûr. Mm. Ouais, c'est pour ça de poser la situation, de dire que finalement, tout ce qui va être dit, ça reste entre nous, sauf si je juge que tu es en danger. Et puis, voilà. Et tous les éléments que je vais pouvoir avoir te concernant, c'est dans le but de t'aider et de t'accompagner. Donc, c'est dans une relation de confiance, toujours dans un cadre cohérent et rassurant. C'est-à-dire que euh, il faut qu'il y ait aussi un cadre cohérent. C'est-à-dire que si on a donné des rendez-vous, il faut qu'on puisse les honorer, quoi. Il faut qu'on puisse les maintenir. Parce que bien souvent, moi, j'entends des professeurs qui finalement loupent les tutorats parce qu'ils ont quelque chose de prévu. Vraiment, je pense que la régularité, en tout cas des échanges, et le fait qu'on, quand on s'engage dans un processus qui demande du temps, de l'investissement, et ben ça, il faut quand même qu'on le dise. Et rassurant aussi, parce qu'il faut aussi, dans le lieu qui va être celui de l'entretien, il faut qu'on on puisse, voilà, pas dans un couloir. J'ai vu des tutorats qui se faisaient comme ça, je te chope dans le couloir, on fait des tutos. Non, c'est pas ça. On ne peut pas glaner des informations dans ce cadre-là. Donc c'est une relation qui est égalitaire, c'est-à-dire que je suis d'humain à humain, et elle est à la fois dissymétrique, c'est-à-dire que bon, c'est quand même un adulte avec un élève, donc il y a aussi cette relation qui est à la fois dissymétrique aussi, mais complémentaire, c'est-à-dire que j'ai autant de choses à apprendre que toi aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi se dire qu'on est des humains et qu'on arrive à potentiellement être aussi complémentaires dans les informations que je peux avoir, voilà, il y a probablement des choses que tu peux m'apprendre. Et ça, de le poser en postulat de départ, ça peut être aussi intéressant. Et puis, on va co-élaborer la solution. En fait, tu vas pas l'élaborer peut-être tout seul, moi, je ne vais pas l'élaborer pour toi, mais peut-être qu'on peut la co-élaborer ensemble. Et il y a aussi le principe de la synchronisation émotionnelle, c'est-à-dire que Mm. parfois, on se rend compte que euh, euh, si un élève arrive parfois en entretien dépité, un peu triste, et que vous êtes tout feu, tout flamme, etc., vous voyez, il y a une espèce d'asynchronie émotionnelle. Donc l'idée, c'est de se dire, alors je dis pas, l'idée, c'est pas de pleurer en même temps que le jeune, mais en tout cas, c'est essayer quand même d'avoir un niveau de synchronisation émotionnelle qui soit quand même un peu cohérent. Et ça, c'est quand même important parce que parfois, il y a des décalages. Il peut y avoir des décalages. Alors, peut-être attirer votre attention sur les points de vigilance sur les biais cognitifs. Qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif? C'est des schémas de pensée qui peuvent influencer la manière dont nous traitons l'information, prenons des décisions et interprétons le monde qui nous entoure. Et en tutorat, quand on est centré sur la situation de l'élève et sur l'élève, euh, on peut avoir des biais cognitifs. Et l'idée, c'est pas forcément de se dire, enfin, on a tous des biais, mais l'idée, c'est de se dire qu'il faut en prendre conscience quand même. Alors, quel type de biais peuvent être exprimés, enfin en tout cas peuvent jouer dans la relation tutoré-tuteur. Par exemple, le biais de confirmation. C'est la tendance à rechercher et interpréter et privilégier les informations qui confirment nos croyances, par exemple. Pour exemple, j'ai l'intime conviction que cet élève a des mauvaises fréquentations à l'extérieur, et en fait, je vais l'accompagner qu'à travers ce prisme-là. Dire oui, mais tes fréquentations, ça va pas. Déjà, si tu passais moins de temps dehors, hein. Mais ça, c'est moi. Je suis convaincue, parce que moi, je suis convaincue que les mauvaises fréquentations jouent sur la scolarité. Du coup, je vais faire un focus uniquement sur ça. Donc finalement, je vais aller chercher à confirmer ce que je crois en moi. Et donc, je vais analyser la situation par rapport à ce prisme-là. Donc ça, c'est important de se défaire de ça. Il y a aussi ce qu'on appelle le biais de représentativité, c'est-à-dire la tendance à juger la probabilité d'un événement en fonction de la ressemblance perçue avec des événements passés, plutôt qu'en s'appuyant sur des données statistiques. Par exemple, je ne vais jamais utiliser de données statistiques pour accompagner le jeune. L'idée, c'est de se dire, finalement, il faut que quand même j'ai des éléments qui soient tangibles. Euh, par exemple, des rapports, des outils pronotes, pour que je m'appuie sur des éléments qui soient factuels et pas forcément sur des événements que je crois ou des événements passés. Parce qu'il a peut-être été décrocheur, je ne sais pas, vous avez accompagné un jeune de terminale, il a peut-être été très absentéisme en maths en seconde, mais l'idée, c'est pas comme on vous a dit ça, c'est pas forcément d'analyser à travers ce prisme-là, mais de se dire, bah, finalement, là, en terminale, il est sur Pronote, en tout cas, il est jamais absent. Donc, il faut analyser à partir des données qui sont factuelles. Pronote, les rapports, les choses comme ça.
Le biais de groupe. Bon, là, c'est assez simple à comprendre. C'est la tendance à adopter les opinions et les comportements du groupe au détriment de la pensée critique individuelle. Ça veut dire qu'en salle des profs, on pense que on m'a toujours dit que cet élève était comme ça. Donc, ça va potentiellement influencer mon jugement. Les parents et la famille pensent que mon fils est comme ça. Et donc, j'analyse, je ne vois qu'à travers ce prisme-là. L'idée, c'est d'arriver à se décentrer de l'opinion de groupe. Euh, le biais de récence, tendance à donner plus de poids aux informations récentes lors de la prise de décision. Euh, et là, c'est quand on va modeler, par exemple, un accompagnement sur un fait qui va être récent. euh, par exemple, des derniers rapports, des mauvaises évaluations sur ces simples faits récents. Je ne cherche pas l'antériorité de la situation. Ça veut dire que je vais uniquement analyser la situation à travers les événements les plus récents, sans prendre en compte le passé du jeune et de ce qu'il a pu faire de bien aussi, etc. Alors, première question, est-il mieux de laisser le choix à l'élève sur le tuteur? Merci Alice. Tu veux répondre? Alors, certaines fois, ça peut être, enfin, on va répondre toutes Oui. les deux, mais moi personnellement, je pense que ça peut être intéressant que l'élève puisse choisir son tuteur pour en tout cas créer un premier contact, un lien de confiance. Si un élève évoque l'idée de pouvoir éventuellement choisir son tuteur, c'est que très probablement, il fait confiance plus particulièrement à cet adulte. Et nous ne... Merci Carole pour la médaille d'or. Et effectivement, de toute façon, euh, voilà, tu m'as troublée. L'élève ne pourra que mieux communiquer si il se sent en confiance avec l'adulte qu'il a en face de lui. Ouais. Et parfois, on a eu des élèves dans des groupes de tuteurs qui n'étaient jamais choisis par les élèves. Et il y a des professeurs qui le vivent très mal aussi. Donc voilà. Ce que j'ai vu ce qui était intéressant, c'est quand on, par exemple, en GP, enfin en tout cas en réunion de tuteurs, il y a un membre du GPDS qui vient et qui présente les situations. Et en fonction des situations, c'est collectivement que le groupe va décider. Par exemple, là, j'ai un exemple en tête. C'est un jeune qui faisait beaucoup de sport et on avait un grand sportif dans l'équipe de tuteurs. Et donc, on les a mis ensemble parce que ça match, en tout cas, sur cette dynamique-là et sur cette problématique-là, enfin, Ouais. cette spécificité-là, ça matchait bien. Et finalement, ils faisaient leur tutorat en faisant des paniers de basket sur le terrain de basket et une approche hyper intéressante. Donc, ça peut être aussi ça sur des centres d'intérêt communs. Ça peut être aussi ça. Une autre question, y a-t-il des outils à conseiller aux futurs tuteurs qui s'interrogent sur leur capacité à le devenir? Moi, je crois que la capacité à le devenir, tout le monde ne peut pas être tuteur. Je pense qu'il faut aussi s'interroger sur quel tuteur je suis, quel tuteur j'aimerais être, se poser les vraies questions sur pourquoi c'est une question qui m'attire. Déjà, si vous faites partie de enfin, en tout cas, vous êtes là, déjà, c'est que ça vous questionne un peu et vous vous intéressez à la question. Euh, Moi, je crois que c'est de la formation permanente, c'est aussi de la pratique. Parfois, on fait des erreurs. Si on n'est pas à l'aise, en tout cas dans la relation duel dans le sens où, en tout cas, à deux comme ça, il faut pas se forcer non plus. Il faut essayer, je pense, dans des objectifs peut-être un peu assez des élèves qui ont des petites problématiques à résoudre, commencer comme ça petit, savoir si on est à l'aise dans la relation, si on a envie de continuer à apprendre de ça. Et déjà de se tester, franchement, parce que ça peut être, euh, ça peut être pas mal. Voilà, une autre question concernant les billets de groupe. Il est envisageable de faire des retours sur le suivi des élèves. Oui, bien sûr, moi je vous encourage vraiment à faire des analyses de pratique, enfin des analyses de pratique en tous les cas, des réunions de groupe de tuteurs, de se voir, je sais pas moi, une fois par période peut-être, hein, pour faire un retour sur les situations, ce que les professeurs aussi récoltent, ce qu'ils vivent, et que des fois il y a aussi des accompagnements qu'on ne réussit pas et d'arriver à mettre à distance aussi le fait que bah, parfois ça ne matche pas, des fois il faut mettre fin à l'accompagnement parce que les jeunes ne viennent pas, parce que ils se saisissent pas de ce qu'on propose. J'ai l'impression de toujours lui courir après, donc oui, mais ça c'est bien de se voir et de faire des réunions entre tuteurs, je pense que vraiment c'est essentiel. Et puis parfois, quand on expose la situation, c'est collectivement, enfin en tout cas sur les groupes comme ça que j'ai menés,
ça prend vraiment la forme d'analyse de pratique. Voilà, je rencontre cette situation, là je me sens que je me heurte à une difficulté, et là le groupe euh, envisage, imagine des solutions, et là ça repart. Donc ça peut être... enfin, moi je vous encourage vraiment à le faire si vous avez une équipe de tuteurs, d'organiser ça une fois par période ou 2 fois dans l'année. Commencer vraiment petit et puis essayer de monter un petit peu si on en ressent le besoin. Les derniers biais, donc les biais d'attribution fondamentale, tendance à sous-estimer l'influence des facteurs externes et surestimer l'influence des facteurs externes. Par exemple, je sous-estime le rôle de l'environnement. J'ai un élève, mais j'ai l'impression qu'en fait, finalement, ça doit partir de lui, ça part de lui. En fait, finalement, il fait pas ce qu'on lui demande, etc. Donc, en fait, l'incriminer un peu lui, mais et en essayant, enfin, finalement, en occultant tout le rôle de l'environnement, tous les facteurs externes qui pouvaient, dont il pouvait voilà, souffrir un peu. Finalement, ça peut être, là la dernière fois, c'était une élève qui partait systématiquement à 15 heures, elle n'était jamais là sur les heures de l'après-midi. Et on a fait un exercice avec cette jeune où en fait on a imprimé un emploi du temps, ce qu'on appelle un emploi du temps, en tout cas c'est un emploi du temps hebdomadaire, donc du matin, 3 heures du matin jusqu'à 5 heures, voilà, 5 heures de la nuit, quoi, tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et en fait, je lui ai demandé de colorier en jaune son emploi du temps fixe et tous ses temps de loisirs, tous ses temps de contraintes, etc. Et sous toutes ces activités extrascolaires. Et je me suis rendu compte finalement que à 15 heures, elle partait parce qu'elle habitait loin et elle devait aller récupérer, elle était charge de famille, elle allait récupérer ses enfants à l'école maternelle tous les après-midi. Et donc, en fait, elle pouvait pas être à l'école parce qu'elle était soutien de famille, elle était dans une situation extrêmement compliquée. Donc, cet outil, en fait, il m'a permis de me rendre compte de l'influence des facteurs externes sur sa propre situation. Influence, l'impact, parce que Ouais, pour le coup, bien sûr, bien sûr. Et donc, là, il y a une vraie influence des facteurs externes et faut pas sous-estimer ça. Voilà, des situations familiales complexes, des maladies, des mamans, des familles très mal, enfin des mamans malades, des papas malades. Ça, souvent, ça nous arrive aussi. Bon, des biais de réaction, c'est tendance à réagir émotionnellement aux événements plutôt que de s'appuyer sur une évaluation objective. Bon, voilà, c'est le comportement, en tout cas l'attitude que tu as eue sur telle et telle situation, ça touche profondément à mes valeurs et donc en fait, je vais réagir à travers ce prisme-là. Si vous sentez que la situation vous touche de trop, il ne faut pas hésiter à passer la main. Je prends l'exemple d'une collègue, d'une tuteure qui a accompagné une jeune fille. Le papa de cette jeune fille c'est horrible, il avait tué son chat parce qu'elle faisait pas ce qu'elle, voilà, elle n'était pas du tout scolaire, etc. Et donc la un tutrice, peu elle s'est tordu sentie quand un même. peu tordue. Un peu tordu, Et monsieur. du coup, en tout cas, la tutrice, elle s'est dit, mais moi j'ai 3 chats à la maison, c'est impossible, quoi. Ça m'a tellement retourné. Ça peut paraître, voilà, mais elle ne pouvait pas accompagner ce type de situation. Pour vous dire, voilà, c'est pour vous donner un exemple, pour que voilà, ça plus imagé et vous compreniez mieux. Mais l'idée, c'est de se dire si ça touche trop à mes valeurs et si je suis trop dans l'émotion dans cette situation-là, c'est compliqué. J'ai un autre exemple d'une jeune fille qui a été accompagnée par une tutrice qui a été touchée par les mêmes problématiques familiales et personnelles. Elle s'est sentie complètement dépassée. Le tutorat est complètement parti un peu en live. Et donc, du coup, on a dû recadrer parce elle s'est sentie complètement débordée par ses émotions. Elle ne pouvait pas accompagner cette jeune fille. Donc ça aussi, voilà, il faut aussi se le dire, c'est pas grave, on passe le relais. Vous êtes une équipe de tuteurs, généralement, on trouvera quelqu'un d'autre, quoi. C'est pas... Voilà. Le biais de cadrage a tendance à être influencé par la manière dont une information est présentée ou encadrée. Par exemple, je reçois la situation du jeune, je suis tuteur, je reçois la situation du jeune, et on me dit, bon, bah voilà, tu vas accompagner un tel, tu verras. Bon, bah déjà, voilà, déjà, on donne enfin, la façon dont on nous a présenté la situation, il ne faut pas qu'elle influence notre façon d'accompagner la personne. C'est-à-dire que de repartir sur une situation vierge de tout, même si la personne qui nous a sollicité, elle avait un avis très négatif sur cette situation, l'idée, c'est pas de se laisser influencer sur un peu la façon négative et désespérée avec laquelle on nous a présenté la situation. J'accompagne en sachant que c'est sans espoir. Ça, c'est pas bon, quoi. L'idée, c'est quand même de se dire, bon, j'accompagne en espérant que. Ça veut dire qu'on, quand même, il y a un peu de positif, quoi. Il faut y aller en croyant que ça peut fonctionner. Sinon, on peut faire un peu plus de mal que de bien. Voilà.
Et après, comment je peux mettre à distance mes propres biais? Bon, déjà, reconnaître ses biais cognitifs, apprendre à reconnaître ses propres biais, les choses, pourquoi je suis tuteur, qu'est-ce qui me touche particulièrement dans la situation des élèves, qu'est-ce que j'ai, avec quoi j'ai le plus de mal. Quand on a identifié ça, on sait on peut accompagner tel et tel type d'élève. Donc ça c'est juste faire une petite introspection sur qu'est-ce qui me touche moi en situation de tutorat, qu'est-ce qui peut me toucher vraiment. Et je dirais aussi ce qui est peut-être des fois un petit peu, je, je vais peut-être en heurter quelques-uns, mais le statut du prof, le statut du sachant, euh, en fait, il faut sortir de ça. Il faut sortir de cette situation, de cette posture de sachant. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas ce qui se passe chez cet enfant. On ne sait pas ce qui se passe dans son environnement très proche, plus élargi, et on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Donc, il faut être en capacité de prendre de la hauteur, du recul et de se dire, euh, voilà, bon, j'ai quand même quelques connaissances sur la méthodologie, sur le savoir-être et le savoir-faire d'élèves. Donc remettre en question ses pensées, ses réactions, ça voilà, j'ai pensé ça sur le moment, mais enfin c'est vrai que des fois on a tendance à revenir un peu sur la situation. Ce qu'on a pensé à un moment T, c'est pas forcément ce qu'on pensera le lendemain. Donc parfois même ne pas hésiter à différer même la proposition de solution. Si on sent qu'on a besoin d'en parler, c'est pour ça que je peux partager vos réflexions dans l'échange de pratiques. Là vraiment je sais pas quoi faire avec cette situation. Donc plutôt de proposer des choses qui vont pas forcément être en accord avec ce que vous pensez vraiment, n'hésitez pas à prendre le temps de différer les réponses et les solutions que vous pouvez apporter, mais vraiment à travers un échange de pratiques, ça permet un peu de croiser les regards, croiser les réflexions, ça me semble important. Et quand je dis croiser les informations, là, c'est-à-dire que il y a ce qu'on va vous dire, il y a ce que vous allez voir factuellement, il y a un outil qui est formidable, c'est Pronote avec l'onglet décrochage où vous pouvez vraiment analyser factuellement des données. Je vous invite vraiment à vous mettre sur cet onglet. Peut-être qu'on pourra prévoir un jour une formation là-dessus, Oui, mais c'est une analyse très fine des situations de décrochage. On peut analyser les situations de décrochage à travers la chute brutale des résultats. Et ça, c'est quelque chose c'est un indicateur qu'on n'utilise pas beaucoup. Mais par exemple, un élève, parce qu'il reste dans les radars enfin, il reste dans les bons radars, quoi. Je veux dire qu'un élève qui a un premier trimestre qui a 17 de moyenne, mais qui au au second trimestre, il a par exemple 13, il y a quand même une chute brutale des résultats. Et donc ça doit être quand même un indicateur. Et ça, vous pouvez vraiment le paramétrer sur Pronote en tant qu'indicateur qui vous met un petit drapeau rouge. Il y a aussi, par exemple, le nombre de passages à l'infirmerie. Ça aussi, c'est un indicateur. oui, c'est pas parce qu'on a 17 de moyenne en plus Il y a quand même une chute des et résultats. qu'on est là en permanence, qu'on n'a Ouais, pas d'absence, bien qu'elle sûr. soit justifiée ou injustifiée. Effectivement, une arrivée à 13 de moyenne, on peut se dire que voilà, Et ça fait partie de ces fameux signaux faibles faible, bien sûr. de décrochage. Encore une fois, le Mm. décrochage scolaire n'est pas que l'absentéisme, hein. Ouais. Il y a vraiment plusieurs facteurs de décrochage. Les passages à l'infirmerie, ça aussi, c'est Mm. hyper révélateur. On se rend compte on met cet onglet, les passages à l'infirmerie, on peut en avoir beaucoup dans une année et puis ça passe complètement sous silence, en fait. Donc, ça vous donne une liste assez fine, en fait, du décrochage dans votre établissement. Alors, d'autres problématiques difficiles à gérer, notamment par manque d'outils ou de connaissances sur le sujet, les HPI, TDAH. Ouais. Bah oui, oui, ça c'est une des formations spécifiques et c'est vrai qu'on n'a pas fini d'en apprendre, hein. Ça, accompagner ce type de public, c'est jamais simple. C'est un accompagnement même de plusieurs acteurs. Donc oui, ça c'est vrai que oui, on manque d'outils, on manque d'outils. Alors, on manque d'outils. Il y a des solutions. Après, j'aurais tendance à vous orienter vers le PRAF, donc Mm. le programme régional académique de la formation. Vous avez quelques formations. Alors, pour certains, pas suffisamment, mais en tout cas, quelques formations sur ces domaines-là, hein. Voilà. Alors, Carole, tu nous dis importance du lieu de rendez-vous. Oui,
Un prof que je connais recevait l'élève dans un bar. Bon, écoute, ça a un côté un peu convivial, un peu. Non, effectivement, Le cadre, bien sûr, lieu de on ne peut pas tout mélanger, hein. Mm. Le cadre est important. Et le cadre de l'école, enfin, voilà, on reste sur du décrochage scolaire, donc le cadre scolaire Intéresse le cadre scolaire. a toute sa place pour le coup. Alors, les points de vigilance, la part des échanges non verbaux dans le tutorat, donc la part des échanges non verbaux, on sait qu'elle représente 80% voilà, de ce de l'essence même de ce qui se dit. Donc dans notre étude, on dégage beaucoup de choses, notamment le soutien du regard et la qualité du regard. C'est-à-dire que un regard fuyant, je regarde mon téléphone, je sais pas où, mais voilà, le soutien du regard, c'est je suis avec toi et dans le regard, ça se perçoit l'engagement et la pleine présence, si vous voulez, du tuteur avec son élève. Ça, vraiment, c'est important. On n'y pense pas souvent, mais la qualité du regard, quoi, aussi. Alors, l'intonation de la voix, les gestes, bien sûr, la proximité avec l'interlocuteur, ça veut dire que, voilà, je pense que on a constaté ça, par exemple, dans les GPDS d'établissement. Quand on vient dans des GPDS d'établissement et qu'on est dans des petites salles, il se dit plus de choses. Quand on est dans des grandes salles où il y a voilà, beaucoup d'espace, il y a comme quelque chose qui se dilue. La proximité de l'échange, en tout cas le lieu, favorise aussi l'intimité du lieu, favorise aussi la parole. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a observé. Et voilà, donc même en GPDS d'établissement, quand on est dans une plus petite salle, il se dit beaucoup plus de choses. Le mouvement des mains, la position de face et de côté. Alors la position, c'est intéressant aussi parce que est-ce qu'on est dans une position face à face? Et donc dans ce cas-là, bon bah voilà, ou la position de côté, d'accompagnant. C'est-à-dire que je t'accompagne, je me mets de côté, je marche avec toi, c'est un peu ça. Donc c'est vrai que la position de côté, elle est peut-être à réfléchir, ou de trois quarts, ou Trois voilà. quarts, ouais. Mm. Et puis on parlait des silences. Parfois dans les silences, il se dit beaucoup de choses. Donc euh, laisser la place pour du silence et parfois ne pas être dans un monopole de la parole. Et parfois, on a tendance à être dans un monopole de la parole mais encore une fois, là, c'est la posture du prof, parce qu'on voilà, on a aussi dans cette représentativité, etc. Mais quand on est on enlève sa casquette et on laisse place un petit peu au silence. Peut-être quelque chose qui manque là, on n'a pas encore dit, c'est à quel moment on met fin à l'accompagnement, à quel moment on met fin au tutorat. Plusieurs choses. Soit quand on a trouvé des solutions, la situation s'améliore, donc on peut mettre fin au tutorat. Quand on sent que on est on est seul à vouloir que ça avance, c'est-à-dire que le tuteur là, il court après l'élève tout le temps, ça n'avance pas, etc. Donc on peut se dire qu'on arrête, mais l'important c'est vraiment se dire qu'on arrête parce que ça marque la fin de quelque chose. Et je pense que c'est important de l'exprimer et pas de se dire finalement il vient pas et puis je ne redonne pas de rendez-vous et puis on laisse mourir le truc. Non, vraiment, c'est important de le reconvoquer, d'essayer de le voir et lui dire bon, écoute, là, t'es pas réceptif à ce que je te propose. L'idée c'est qu'on mette fin à l'accompagnement. Voilà. Et ça fait quelque chose aussi, hein. C'est voilà, de prendre le temps de ça. Donc pour prendre un peu de recul, faire des réunions de régulation entre tuteurs, on en parlait tout à l'heure, deux, trois réunions de concertation entre pairs, ça peut être envisageable. Et il existe aussi des formations en EPLE sous la forme de formation d'initiative locale, les FIL. Vous pouvez demander dans vos établissements à être formé au tutorat. Ça peut être important. Pourquoi j'ai mis ça se poser la question de pourquoi je suis tuteur. Alors là, j'ai mis, je sais pas, pourquoi je suis tuteur. Une fois qu'on sait pourquoi on est tuteur, on a mieux cadré, on définit mieux son rôle et on sait pourquoi on le fait. Ça, c'est intéressant, je pense, de s'interroger pourquoi j'ai envie d'être tuteur. Vraiment. Voilà. Moi, j'ai une remarque, je pense, c'est Carole, c'est que on a quand même de plus en plus de mal à trouver des tuteurs et des tuteurs qui tiennent la route parce que certains peuvent faire ça juste aussi pour toucher bah, des HSE, hein, faut pas se le cacher, hein, et c'est vrai que trouver des personnes qui sont dans l'empathie, enfin voilà tout ce que tu as tout ce que tu as pu dire. C'est assez compliqué quand même, hein. Moi, c'est une remarque, hein. Perso, après, ça ne veut pas dire que c'est une généralité.
Mm. Mais disons que c'est un investissement au-delà au-delà des heures, au-delà de la difficulté même de la relation élève en difficulté adulte. Ça demande vraiment un investissement. C'est aussi un temps de préparation. C'est aussi, euh, encore une fois, enfin, il faut pouvoir absorber hein, après nos journées bien remplies du quotidien. Euh, voilà, et puis c'est vrai que les missions des enseignants sont de plus en plus grandissantes, qu'on les sollicite toujours plus, toujours un peu plus sur moult missions. Euh, mais on a encore de bonnes âmes, je trouve quand même, qui sont encore en capacité de donner de leur temps et de leur personne. Mais c'est vrai, je te l'accorde, Carole, ça devient compliqué certaines fois dans certains établissements. Bonjour. Oui, tout à l'heure, bonjour. Tout à l'heure, je parlais effectivement de la relation entre tuteurs, mais également aussi du lien et de la transmission vis-à-vis, enfin, en direction aussi des PP en fait de chaque classe, hein, pour que effectivement il y ait une image en fait et la perception de l'élève effectivement tutoré qui soit évolutive en fait et lui permette effectivement d'avoir voilà un retour en classe avec effectivement des points positifs, ce qui est toujours plus encourageant. Et ça donnera peut-être effectivement aussi bah, peut-être envie à d'autres enseignants peut-être effectivement de tutorer ou voilà de voir s'il y a des choses qui fonctionnent. Effectivement, c'est toujours plus enfin de l'entendre en tout cas, c'est toujours plus encourageant. Bien sûr. Faut pas hésiter à demander des formations en établissement aussi, hein. N'hésitez pas, c'est une demande qui Des est assez, formations d'initiative locale. c'est une demande qui est assez simple à faire et enfin, c'est assez réactif. Vous avez une réponse rapidement. On vous place des formateurs sur les formations. On prend contact avec les établissements et on arrive à mettre en place rapidement des formations. En tout cas, si l'idée c'est ça aussi de former des équipes, de monter un projet, parce que vous avez la possibilité de monter des projets tutorat dans vos établissements. Par le biais de la focale, vous pouvez demander des subventions, en tout cas en heures, sur des projets comme ceux-là, hein. Et généralement, on essaye d'adosser tous les gens qui ont des projets, en tout cas sur tutorat, on essaye systématiquement d'adosser des formations et les inciter. Alors, on a la formation, on a le projet, mais il faut aussi des personnes formées, quoi. Et puis, puis ça essaime quand même des pratiques que vous pouvez complètement même réutiliser dans vos classes après, hein. Pour les formations d'initiative locale, ce sont des formations qui peuvent être demandées par les chefs d'établissement euh, au service de formation au rectorat. Et en gros, les demandes sont étudiées. Il y a une commission par mois. Donc des fois, ça peut aller très très vite aussi, hein, la mise en place de ces formations d'initiative locale. Formations d'initiative locale, je répète, ce sont les anciennes ANT, animation de territoire. Négocier, Animation de négocier de territoire. Voilà. perdre un peu aussi dans les... Ouais. Voilà, mais il ne faut pas hésiter. Et c'est des formations qui sont spécifiques à l'établissement. Ça veut dire qu'on part vraiment de votre problématique et votre besoin. C'est pas des choses qu'on recalque de formation en formation. On arrive vraiment à s'adapter, quoi. Il y a un diagnostic qui est fait dans un premier temps avec le chef d'établissement et les équipes. Et puis les formateurs, en général en binôme, réfléchissent et analysent au vu du contexte établissement et de la demande ce qui est plus à même de servir la cause de l'établissement. Voilà.